Parlons-en. Je t'écoute. Bonjour, je m'appelle Aude et je suis prête à vous écouter. Écoutez-vous. 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 Aude à la vie. Des propos recueillis et montés par Devan Perrault. Le 22 mai 2012, Aude tente de mettre fin à ses jours. La raison ? 4 années de travail acharné pour un employeur qui ne lui a jamais donné la reconnaissance qu'elle méritait. Depuis, elle a beaucoup réfléchi à ce qui lui est arrivé. Elle a publié 3 livres sur le burn-out et à travers sa nouvelle profession, elle met aujourd'hui son expérience à profit des entreprises pour prévenir les risques d'épuisement professionnel des salariés. Dans cette même démarche altruiste, Aude accepte de rejoindre Écoutez-vous afin de te partager son expérience. Dans ce podcast de rencontre, elle détaille les différentes phases de son burn-out, le plaisir, l'alarme, l'effondrement et la reconstruction. Aude a su faire de son épreuve la force qui l'anime aujourd'hui. Si ce témoignage te plaît et que tu aimes ce que nous faisons chez Écoutez-vous, montre-le nous. Pour cela, tu peux nous suivre sur Facebook, Instagram, SoundCloud ou tout simplement parler de nous à tes amis. Je m'appelle Aude, j'ai 40 ans. Alors moi j'ai une enfance où j'avais pas forcément tout. C'est mes grands-parents qui m'ont élevée, j'ai une sœur jumelle, j'ai une petite sœur. Et j'ai toujours eu la valeur travail en tête. C'est-à-dire que c'est pas compliqué, ma croyance c'était le travail paye. Donc en fait, tout le début, avant que je rentre en tant que responsable RH, ça a été un parcours qui a été de toute façon très terrain. C'est-à-dire que j'ai pas fait d'études au départ sur les RH. J'ai commencé sur le terrain, donc j'ai fait un petit boulot chez Pizza Hut, et ensuite au bout de 2 mois, alors que je passais un BTS, ils m'ont proposé de passer assistante manager. J'étais persuadée que j'allais y rester 2 mois, et je suis restée 5 ans. Et ensuite j'ai enchaîné directement chez Nature et Découverte. Et là, mais j'avais toujours mon objectif en tête, responsable RH. Et fallait encore que je fasse mes preuves. Il fallait que je fasse mes preuves sur le terrain. Donc du coup, je me suis retrouvée à être dans le plus gros magasin. Et tous les ans, et ça c'est important, tous les ans quand j'avais mon entretien individuel d'évaluation, je disais je veux évoluer en RH. Et donc moi j'attendais désespérément. Au bout de 3 ans, on dit écoute Aude, tu n'as pas de diplôme. Ça veut dire qu'il faut encore que je trouve une solution. Donc il y a tout cet aspect justement de toujours essayer de faire plus. Donc ça a été difficile honnêtement. Ça a été un peu c'était difficile. Moi, j'ai pris ça un peu comme un coup près de m'être investi 3 ans et qu'on me dise, finalement. Alors que ça faisait 3 ans que j'en parlais, quoi. Donc j'aurais voulu le savoir avant. Et du coup, je me suis rendu compte, je me rappelais qu'il y avait un truc que je pouvais faire et c'était le FONGECIF. Le FONGECIF, donc c'est un organisme qui est, pour lequel, en fait, on cotise, donc sur notre fiche de paye, et qui permet de prendre en charge des demandes de formation de salariés. J'ai le FONGECIF et c'est là, en fait, où j'évolue vraiment dans les RH. Et donc au bout d'1 an, on me dit qu'on peut pas me garder, donc pas de CDI. Bon, à ce moment-là, c'était l'été, c'était juin 2007, pardon. Et en juin 2007, c'est l'été, et en fait, les choses sont calmes dans les entreprises. Et donc, comme je recherchais, je suis retournée chez Adecco. J'ai eu directement, en fait, la directrice de l'agence, et on a parlé de manière vraiment très ouverte. Et elle m'a demandé, Aude, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Et je lui dis, écoutez, moi, depuis, ça fait des années que je veux être responsable RH et que je voudrais travailler sur le terrain avec les managers. Vraiment, c'est ce que j'aimerais faire. Elle le note. Et en novembre 2008, une semaine avant, j'ai la directrice d'agence qui m'appelle et qui me dit « Aude, j'ai trouvé le poste idéal pour toi. » Et elle me dit effectivement, c'est d'être responsable RH, opérationnel, donc j'ai pas le droit de citer la société, mais c'était un équipementier sportif international. Alors, déjà, je pense que je lui ai crevé un tympan quand j'ai eu au téléphone, tellement j'étais heureuse de cette nouvelle, et tellement je me suis dit, ça fait plus de 10 ans que tu te bats. Et c'était une boîte aussi qui était très attractive, et donc j'étais fière de ça aussi. Et donc je commence en novembre 2008
Je suis sur le terrain et il y avait plus d'une centaine de personnes et donc 15 managers. Donc en fait, je gérais une PME à ce moment-là en tant que responsable RH. C'est moi qui gérais. Et en fait, j'étais le lien entre la politique française et la politique RH Europe. Je dois travailler sur la paye, je dois travailler sur le recrutement, je dois travailler sur la veille juridique, je dois travailler sur le disciplinaire, je dois travailler sur la gestion des compétences. Donc voilà, donc c'était un poste qui était lourd en soi finalement. Dès le premier mois, j'ai dû faire 2 nuits blanches. J'étais hyper enthousiaste, j'étais fière d'aller au travail le matin. Honnêtement, je courais le matin limite et même les gens de mon entourage étaient agacés tellement j'arrêtais pas de lui dire que j'ai trouvé le boulot de mes rêves, tous les jours c'est génial, le produit est génial, les gens sont géniaux. Voilà, donc j'étais vraiment ouais, j'étais heureuse et puis je savais que j'étais compétente. Et ce qui s'est passé, c'est que dès le premier mois, donc, et ben l'échéance qui commence dès le départ, c'est la paye. Et la paye, ça se paye tous les mois. Et quand on commence en 12 novembre, et ben il faut donner les informations d'ici le 25 pour que la paye les traite et puisse payer les gens. Donc j'avais à peine 15 jours ou 13 jours pour faire en sorte d'envoyer les informations justes pour la paye. Il y a un logiciel qui existe pour comptabiliser les heures, sauf que c'est à la main. Je rentre dans l'entreprise, je commence la journée, je pars déjeuner, je reviens déjeuner, je repars à la fin de la journée. Ça fait 4 entrées sur une centaine de personnes, sur 30 jours, ça fait plus de 12 000. Et je devais les vérifier. Chacune, pour être sûr que ce soit bien, ce soit juste et que la paye soit au plus juste. Donc il y avait ça, il y avait par exemple le recrutement, et je mettais une annonce sur internet, j'étais submergée. Donc tout ça aussi c'est la charge de travail entre le CV, lire la motivation, lettre de motivation, appeler le salarié, planifier le manager, faire l'entretien, dire oui ou non, rappeler le salarié, et là on passe de l'autre côté. C'est l'administration du personnel. L'administration du personnel, c'est j'accueille un salarié, je lui donne tous les documents administratifs, et ça prenait du temps. Donc du coup, j'ai commencé à allonger, donc je venais plus tôt pour pouvoir lire mes mails et être tranquille, parce que à partir de 8 heures, c'était la jungle. Ça y est, les gens commençaient à venir et ça commençait. Et pareil, je terminais tard, parce que comme j'étais sursollicitée dans la journée, j'arrivais pas à avancer. Et souvent, on fait ce qu'on appelle les to-do list. Donc au début, on met ce qu'on est censé faire dans la journée, et à la fin, on n'a quasiment rien fait. Et qu'est-ce qui arrive? On se dit, je suis pas performante parce que j'ai pas fait tout ce que j'avais prévu de faire. Avant que je parte en vacances, par exemple, la veille, je faisais quasiment une nuit blanche, en fait, parce que j'étais obligée de tout préparer pour que, comme les managers savent pas faire la paye, il fallait que je prépare tout d'avance pour être sûre que pendant mes 2 semaines, j'ai mis 3 semaines d'affilée, de toute façon, mes 2 semaines, il n'y a pas de problème, en fait. Et donc, il y avait ce côté où même pendant mes vacances, je réfléchissais au travail en me disant, j'espère qu'ils ont pensé à faire ci, j'espère que j'ai pensé à faire ça, etc. Donc, c'était tout le temps. Donc, vraiment, le cerveau commence vraiment à être mangé, le temps perso commence à être réduit, le temps pro commence à être de plus en plus long. Tous les ans, comme tout le monde, on planifie mon entretien individuel, et ce moment-là, je sais que je vais être confrontée donc au directeur de magasin qui est ceux qui me voient sur le terrain, et ma responsable RH France qui n'est pas tous les jours avec moi pour voir ce que je fais. Et pendant cet entretien-là, à chaque fois j'en sors en me disant en fait ils connaissent pas mon boulot. Et donc je sortais vraiment j'étais en colère déjà. J'étais en colère parce que qu'est-ce que c'est rageant en fait de se dire que tu t'investis autant et qu'on reconnaisse pas ton travail. Et j'en pleurais. Je me disais c'est pas grave, ce n'est pas possible qu'on ne voit pas à un moment donné le fait que tu aies besoin d'aide, le fait que tu fasses bien ton travail. Donc il y a ce côté dans ma vie, j'ai jamais baissé les bras en fait. J'ai toujours été amenée est-ce que c'est une forme de résilience? J'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours cherché une solution. J'ai toujours cherché à me dire, ok, il y a d'autres possibilités, c'est pas grave, tu relèves-toi, entre guillemets, et ça va s'arranger, Je suis toujours quelqu'un de très optimiste, donc je me suis dit que ça allait s'arranger forcément. Quelle erreur. Si je commence à être de plus en plus fatiguée, je commence à douter.
En août 2011, j'ai un premier gros signal. Je pars en week-end long, 3 jours, avec mes meilleurs amis et ma sœur jumelle. Et au bout des 3 jours, donc je reviens un mardi, donc je prends mon train d'habitude Colombe-Saint-Lazare. Et lors de ce voyage-là, je commence à pleurer. Et c'était incontrôlable. C'est-à-dire que je comprenais pas pourquoi je pleurais. Je me suis sentie hyper mal. Et en fait, j'ai appelé ma sœur. Et elle m'a dit, Aude, tu vas arrêter. Tu vas aller voir le médecin. C'est plus possible. Et en fait, ce que je lui réponds, comme quasiment la majorité des victimes, c'est que non, je peux pas m'arrêter. Sinon, je vais avoir trop de travail. Je me retrouve dans le cabinet d'un médecin de ma ville. Parmi mes pleurs, il arrive à détecter que je suis en route pour faire un burn-out. En fait, il me dit, écoutez, Aude, là, c'est pas possible. Là, si vous continuez comme ça, vous allez vous effondrer. Je vous donne 6 mois. Et à ce moment-là, il se passe aussi un élément majeur. C'est la pilule magique qui est l'anxiolytique. Et donc il m'en a prescrit d'abord pour 15 jours. Et en fait, pendant ces 15 jours, j'ai eu besoin de repos, évidemment, et on me sollicitait même pendant ces 15 jours. Et à ce moment-là, cette espèce cet anxiolytique me donnait presque l'impression tout pouvait m'arriver, je prenais du recul. Et c'était à tel point, et on appelle ça la conduite addictive, c'était à tel point que, à partir de là, j'ai tout fait pour avoir des anxiolytiques jusqu'à mon effondrement total. Mais grâce à cette pilule, en fait, au fur et à mesure du temps, je commençais à reprendre du poil de la bête. Du jour au lendemain, on ne m'a même pas demandé mon avis, on m'a intégré à la liste de diffusion de tous les responsables RH territoire. Je n'ai pas encore le titre officiel, mais en train de me positionner. Donc je tenais le poste par intérim. Et là, j'étais partout. Et tous les 15 jours, le directeur RH Europe, il vous dit, au mois de juin, le 5 juin 2012, on part tous aux États-Unis, on rassemble les responsables RH territoire et tous les directeurs de magasins. Et ça, c'était mon rêve. C'était ce que je voulais. Et à ce moment-là, je me dis, ça y est, c'est le Graal, quoi. C'est en juin 2012, t'es sur le poste, donc vas-y. Et donc en mai 2012, je devais partir en vacances, et pendant ces vacances-là, les billets d'avion devaient être donnés, en fait. Donc je reviens, et je demande, oui, est-ce que j'ai reçu mon billet d'avion? On me dit, bah non. Et là, je me dis, mais c'est bizarre et tout. Donc j'appelle tous les autres responsables, tout le monde me dit, si, nous on l'a reçu. Et donc je reviens, et là je me dis, bon, c'est quand même très bizarre. Je devais me faire opérer le 24 mai 2012. Ce qui se passe, c'est que j'essaie de contacter la DRH Europe, je n'ai pas de réponse. Et le 21 mai 2012, j'avais un rendez-vous chez l'anesthésiste. Finalement, j'envoie un message en disant, bon, si vous m'avez oublié, j'ai un passeport biométrique, donc ça ira vite. Et à ce moment-là, donc le 21 mai 2012, donc pendant ce créneau-là, en fait, où je pars à mon rendez-vous avec l'anesthésiste, j'ai la réponse. Et la réponse, c'était quoi? C'était Aude, étant donné que tu n'as pas le titre, tu n'es pas conviée à la convention. Et donc à ce moment-là, je me dis bah voilà, il y a anesthésie générale demain, tu vas pas te réveiller. Donc je décide à ce moment-là, le lendemain, à 6h, donc je dois être opérée à 8h, de prendre une boîte de cachet. J'ai commencé à être très stone dans la voiture. Je suis sur le brancard, dans la chambre, sur mon lit, et à ce moment-là, je discute avec Alexandre, mais j'étais un peu groggy. Et en fait, il me dit c'est soit le mot mère, soit le mot maman, mais si c'était le mot mère, c'était parce qu'il y a 4 mois, sa mère était morte d'un cancer, et si c'était une maman, c'est parce qu'on avait un projet de faire un bébé. Et là, en fait, j'ai été sur le brancard, et là, je me suis dit, tu peux pas lui faire ça. Et en fait, j'avais pas mes lunettes, donc j'ai menti. J'aurais dit, écoutez, je me sens pas bien, etc. Donc je suis partie dans les toilettes, je me suis fait vomir. Et je me rappelle quand j'ai été quand on m'a emmenée en fait dans la salle d'opération, que la porte s'est fermée et que j'ai vu Alexandre. Là, dans ma tête, j'ai commencé à réciter le Notre Père en me priant qu'il fallait que je me réveille. Il faut que je me réveille, Notre Père qui est aux cieux, il faut que je me réveille, etc. Et je me suis réveillée. Et à partir de là, ça a été la reconstruction. En fait, on a passé
une période où on s'est dégradé avec un rythme infernal, et du jour au lendemain, on se retrouve dans le vide. Et le vide, moi, ça m'a fait basculer directement à une autre phase, ça a été la dépression. Et ce qui s'est passé, c'est que au bout de 8 mois, en fait, je suis rentrée à l'hôpital psychiatrique. Parce qu'il faut comprendre aussi que le stress au travail crée en fait des maladies psychiques. Et donc j'ai été diagnostiquée en fait avec des troubles bipolaires. Donc je suis restée 2 mois à l'hôpital psychiatrique. Et donc ce qui s'est passé, c'est que en fait ce qui se passe, c'est que du jour, progressivement, en fait, on récupère les notions en fait physiques, etc. Parce que en fait, je compare le burn-out en fait à un portable. Le portable, en fait, quand on l'utilise au maximum, la batterie elle s'éteint d'un coup. D'un coup, c'est l'effondrement. Pour que le portable recommence à marcher, il faut le brancher. Et le brancher, c'est le repos. Et à un moment donné, quand ces capacités sont assez justement récupérées, là, par exemple, la vision de l'avenir, elle commence à venir. Parce que ce qui se passe au moment où on s'effondre, et pendant les mois qui viennent, au-delà de la culpabilité, on a le travail. En fait, on ne sait pas ce qu'on va faire. On ne sait pas ce qu'on va faire de notre avenir. Parce s'il y a bien une chose qu'on se dit, c'est que je ne veux plus jamais revivre ça. En fait, c'est vrai que ma situation est peut-être particulière, mais j'ai compris ce qu'était le burn-out au moment où j'ai écrit ce bouquin. Le nombre de personnes qui m'ont écrit, qui m'ont expliqué leur situation, qui m'ont dit oui, moi aussi, cette phrase-là, moi aussi je vis ça. Et là, je me suis dit, mais en fait, je suis pas toute seule. Et en fait, c'est là où j'ai compris que là, c'est un problème majeur, en fait. Et comme toutes les personnes qui sont investies, et on le ressent encore plus dans les témoignages, c'est que les gens, c'est des gens qui ont tout donné. C'est ça qui est dingue. C'est que c'est des gens qui ont tout donné, qui se retrouvent à être épuisés et à s'effondrer. Et là, en fait, à partir de 2014, et je l'ai écrit même dans le bouquin, alors qu'il est sorti en mai 2013, j'avais écrit je vais devenir conseillère en prévention des risques psychosociaux, spécialiste d'épuisement professionnel. Je ne savais même pas comment j'allais y arriver, mais c'était mon objectif. Et à ce moment-là, à partir de juin 2014, donc je fais mes conférences, etc., je me rends de plus en plus compte que c'est un sujet majeur. Et ça a été naturel, en fait, parce que je me suis posé la question, t'as été employé, t'as été manager d'équipe, t'as été responsable RH, t'as géré une centaine de salariés, t'as vécu un burn-out, tu t'en es sorti, t'as écrit des bouquins, on te sollicite pour en parler. Donc fonce dans ce côté, utilise tout ça pour pouvoir faire de la prévention. Et c'est pour ça que je tiens et j'essaie de faire le mieux pour intervenir et pour faire en sorte de faire comprendre ce phénomène. Pour se reconstruire, le plus important, c'est le repos. Mais le repos total. Il faut travailler sur son rapport au travail. Pourquoi est-ce que je me suis autant investie au travail? C'est très important de changer en fait et de remettre un équilibre. Là où on a mis trop le travail en avant, il faut réduire en se disant voilà, j'ai un travail à faire, je le fais bien, mais je ne me surinvestis pas. Et pour se reconstruire, il faut déculpabiliser. Parce qu'à un moment où on arrive à ça, on n'a plus ce côté où on va être touché par la moindre chose qui fait que... Parce qu'il y a une phase, par exemple, où on n'arrive même plus à être connecté, à voir l'entreprise. C'est-à-dire que on fait tout de suite le relais avec le fait qu'on n'a pas réussi. Le fait de déculpabiliser, c'est ce qui va permettre de créer la scission entre c'est de ma faute et le fait que je me suis effondrée. Il faut en parler, c'est très important. La parole guérit en fait. Si toi aussi tu vis l'épreuve du burn-out, tu peux demander à rencontrer Aude. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de nous contacter sur notre site écoutez-vous.fr et Aude sera ton oreille.